Bonjour, bienvenue. On est très heureux de vous retrouver, donc le CIRTA et le CEDRE qui vont respectivement se présenter. Très heureux de vous retrouver pour parler des règles techniques de sous-section 3. Et donc je vais introduire rapidement le sujet. J'espère être rejointe par Thomas Lesser, le pilote de ce projet pour le CIRTA, qui doit être dans les allées, qui a dû être interrompu. Mais il va nous rejoindre, qui présentera la collection de règles techniques et puis quelques règles du CIRTA, et le CEDRE présentera également la partie qui a été pilotée par le CEDRE. Alors les règles techniques de sous-section 3, c'est quoi? C'est en fait une réflexion professionnelle qui a été accélérée et permise in fine par le PRDA, Plan de recherche et développement amiante, une réflexion professionnelle qui trottait déjà dans la tête d'un certain nombre sur l'utilité de ce qu'on pourrait appeler des DTU de l'amiante, DTU, documents techniques unifiés, qui ont cours dans le bâtiment, mais qui n'existent pas et qui n'existaient pas dans l'amiante. Le PRDA a eu un accueil très favorable de ce projet. Les autorités, et on les remercie, la DGT notamment, ont encouragé à ce que les organisations représentatives du secteur, le CIRTA et le CEDRE, bonjour Thomas, puissent s'engager dans cette élaboration, qui était effectivement un projet très innovant parce qu'il n'existait pas de documents techniques généraux issus du rapprochement terrain, donc des pratiques professionnelles de terrain et des bonnes pratiques professionnelles. En gros, on a une réglementation, elle nous donne des objectifs. Comment on fait bien pour satisfaire à ces objectifs dans le respect, bien entendu, de la prévention du risque, de la santé, de la sécurité, mais aussi, et parce qu'on est entreprise de retrait, dans la recherche de la performance économique des chantiers. Il ne faut pas l'oublier. Le PRDA, c'était tout ça. On s'est inscrit dans cette réflexion sur ces bonnes pratiques qui ont été conçues, expertisées, validées par toutes les parties prenantes. Je vais y revenir. Donc c'est un projet qui vise à l'accélération de l'évolution du secteur, mais aussi à sa modernisation, à l'élévation des compétences de tous. Et bien sûr, toute cette matière, et là je pense que la DGT nous précisera un petit peu ce volet, doit servir de base professionnelle, consensuelle, harmonisée, pour alimenter notamment les programmes de formation et tout un certain nombre de supports importants pour le métier. Alors, justement, je vais passer la parole, plutôt que de la paraphraser, à Sylvie Lester et à Thomas Collin de la DGT, puisque on a travaillé beaucoup avec la DGT dans le cadre du comité de vérification et de suivi final qui a donné l'approbation de publication des règles, avec beaucoup d'autres organisations que je vais citer tout à l'heure. Et on a ressenti que ce projet pour la DGT était assez central, parce qu'il y a la réglementation, mais ce maillon de références techniques harmonisées, sur lesquelles on a beaucoup discuté, on en reparlera, mais on a beaucoup discuté, on n'était pas nécessairement toujours d'accord au début sur les bonnes pratiques, chacun avait sa vision et on les a rapprochées. C'est élaboré par les professionnels sur la base de leur retour d'expérience de 20 années ou plus de désamiantage, et ça contient de la technique, du concret. Donc ce n'est pas de la réglementation, ce n'est pas non plus de la prévention des risques au sens des guides de prévention des risques, c'est vraiment les pratiques professionnelles. Est-ce que vous voulez maintenant dire un petit peu comment vous situez ou après la présentation? On peut vous passer le micro si vous le souhaitez maintenant. Le micro. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Effectivement, la DGT a soutenu cette démarche de création des règles de l'art sous section 3, mais aussi sous section 4, et s'est pleinement impliquée dans leur, non pas leur élaboration, mais leur vérification dans un objectif de nous assurer de la conformité à la fois à la réglementation, mais également aux recommandations en matière de prévention. Et de notre point de vue, c'est tout naturellement que les règles de l'art doivent trouver leur place dans un premier temps dans
les dispositifs de formation métier du secteur du désamiantage. Et je rappellerai à cette occasion que le ministère du Travail a publié en juillet 2018 3 titres professionnels d'opérateurs de désamiantage, d'encadrants de chantier et d'encadrants techniques. Ainsi qu'il y a également dans le paysage le CQP, certificat de qualification professionnelle, qui a été élaboré par le CEDRE, qui constitue également un outil de formation métier à distinguer de la formation à la prévention. Et donc les règles de l'art apportent du contenu technique qui doit nourrir le déploiement de ces titres professionnels, de la même manière que pour la sous-section 4. Les règles techniques donc, qui sont portées par la FFB, la CAPEB, l'USH et avec en partenariat avec l'OPP-BTP ont vocation aussi à nourrir les titres professionnels des plombiers, des chauffagistes, des électriciens, tous les intervenants sous section 4 qui ont à travailler sur amiante. Donc, il y a un message certain que je veux passer ce matin aux organismes de formation qui peuvent être dans la salle, c'est que nous attendons d'eux qu'ils se saisissent enfin des outils qui ont été créés par le ministère du Travail, notamment en partenariat avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, pour déployer les titres professionnels que je viens de citer, ainsi que le certificat complémentaire de spécialité de couvreur zingueur, avec une spécialité amiante, qui lui a été publié en mai 2019 ou 2020, de mémoire. Et parce que face à une pyramide des âges qui est ce qu'elle est, il faut former, effectivement, il faut que la montée en compétence se fasse, la montée en compétence avec une technicité de plus en plus grande. Je pense que vous allez le voir dans ces règles de l'art qui vont vous être présentées, sur fond d'innovation technique, de montée en puissance sur le plan technique grâce au PRDA. Donc c'est un ensemble cohérent. Il y a la coquille, ce sont les titres professionnels. Les règles techniques apportent du contenu technique. Et bien évidemment, également, il y a une logique aussi à ce que les autres intervenants qui s'assurent de la conformité des prestations de traitement de l'amiante à l'objectif posé par la réglementation tiennent compte aussi de ces règles dans le suivi des compétences des entreprises de désamiantage, et je vise en particulier les organismes certificateurs en disant ça. Mais sur ce point, je dis juste, il y a une logique aussi à ce que ce soit pris en compte, mais j'en dirai pas plus parce qu'à ce stade, on n'est pas rendu assez loin dans la réflexion. Merci infiniment. Effectivement, on fera en sorte ensemble que la prise en compte de ces règles techniques puisse être faite dans différents secteurs, y compris dans les références bibliographiques, pourquoi pas, de la certification des entreprises. En tout cas, ce sera proposé aux commissions de normalisation. On va repasser sur la presse, s'il vous plaît. Mais plutôt à la page où je suis. Non, pardon, c'est moi qui peux passer. Excusez-moi, je suis... Alors, donc, je ne sais pas ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, mais c'est pas grave, on vous l'a dit. Alors, processus d'élaboration. On a charté, processé et validé ensemble l'élaboration de ces règles techniques avec une charte rédactionnelle que tous les rédacteurs connaissaient, un plan type qui est plus ou moins respecté évidemment selon les sujets traités, mais qui était quand même un cadre, et la mise au point préalable avec, partant de la réglementation, on définit le périmètre que va traiter la règle et ses exclusions, on se donne un objectif qu'on formule de manière claire et simple en une phrase et qu'on échange d'ailleurs entre CIRTA et CED pour s'entendre sur l'objectif que l'on donne à la règle. On définit un titre, on définit un plan
Et ensuite, les rédacteurs, selon des modalités d'organisation qui ont été variables, mais toujours avec à la base, on va dire, un petit groupe de rédacteurs et des gens qui viennent alimenter en groupe de travail, en commission ou en apport, en relecture, une élaboration. Ensuite, un système de croisement des regards entre CIRTA et CEDRE, avec la DGT qui nous a vérifié donc la conformité réglementaire de ce que nous écrivions, mais aussi avec toutes les parties prenantes du COVESI dont je vais reparler. Et sachant, et il y en a un aujourd'hui, malheureusement le pilote CEDRE ne peut pas être avec nous, mais il sera représenté, il sera secondé puisqu'il l'a été pendant tout le parcours par Mélanie Loridan et par Olivier Rio qui se présenteront. Donc nos pilotes, c'était Thomas Lesser pour le CIRTA, Olivier Nicole pour le CEDRE. Ils ont beaucoup interagi pendant tout ce processus pour la mise au point de chacune des règles qui étaient donc partagées à 50-50 en rédaction. Également, et c'est important, un comité de vérification et de suivi, le COVESI, ça fait, voilà, on a inventé un mot, dans lequel étaient représentés la DHUP, la DGT et des représentants de DRETS qui ont prêté main forte, la DGS, l'OPP-BTP, la FFB, la CAPEB, la FIDI, représentant de la maîtrise d'ouvrage privée avec un monsieur qui représente la société Monoprix et qui est donc en charge de tous les projets amiante, retrait et responsabilité technique de ces projets. Et puis la Fédération française des assurances qui avait donc un représentant dans notre groupe. Et toutes ces personnes, alors de manière plus ou moins, je dirais, experte, ont relu les règles avant qu'elles ne soient publiables. Alors c'est une collection de 14 règles dont je vous annonce que... Ah oui, j'ai oublié de passer, bah oui, forcément, je suis confuse. J'ai 3 trucs à la fois, c'est beaucoup pour moi. Donc ça, c'était la composition du COVESI. Donc une collection de 14 règles que va vous présenter Thomas et également sur voilà, un certain nombre des points introductifs de toutes ces règles. Aujourd'hui, je vais vous quitter parce que je vais aller manipuler depuis la régie. On a une petite question technique pour vous montrer le site web qui est ouvert de présentation et de téléchargement de ces règles techniques. Alors, je vous annonce simplement que comme, en fait, on a, manqué de quelques jours, on va dire ça comme ça, ce sont les bons à tirer qui sont en ligne. Donc, je vais vous demander de ne pas les télécharger tout de suite parce qu'il reste quelques photos, quelques correctifs, mais sous quelques jours, les versions finales seront en ligne. Même si vous téléchargez celle-ci, le contenu est tout à fait validé. C'est simplement que dans l'illustration, parce qu'on a fait un vrai effort pour que ces règles techniques, et ça c'est important de le dire, ne s'adressent pas qu'aux super experts de l'amiante. L'idée, c'est qu'il faut que ça puisse être lu, compris par toute la filière amiante, évidemment par l'environnement, on en a parlé, les formateurs, les auditeurs de certifs, enfin voilà, tout ce qui environne les chantiers, mais aussi dans les entreprises, les encadrants techniques et les encadrants de chantier et voire les opérateurs. Donc, autant que faire se peut, on a essayé d'avoir un langage le plus clair possible, d'illustrer, de faire des schémas, voilà, de décrire de manière concrète les choses. C'est pas toujours facile dans l'amiante, vous le savez, mais ça a été vraiment notre ligne directrice pour que ces règles puissent s'adresser vraiment à toute la filière et y compris et surtout ceux qui sont sur les chantiers qui ont à faire. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais vous quitter, me mettre sur le site et donc tout est en ligne. Donc vous appelez les pages et je vous les présenterai si vous me laissez une seconde. Bien, bonjour à tous, donc Thomas Lesser, donc j'ai été, je suis encore parce qu'on n'a pas tout à fait fini, le pilote pour le CIRTA de ce projet. Donc comme on vous l'a dit, 14 règles. Alors en fait, déjà il y a un petit bonus parce que dans les faits il y en a 15, parce que dès la rédaction des premières règles, il y a un point qui nous a sauté au visage, c'est que il y avait une chose sur laquelle il fallait qu'on s'entende, c'est sur la définition de certains termes, de certains concepts qu'on allait retrouver dans plusieurs règles. Donc il était absolument indispensable qu'on s'entende sur des définitions. Donc en fait, il y a 14 règles, mais il y en a une 15e qui a numéroté 00 et qui comprend toutes les définitions
qui sont de termes qui sont abordés dans les règles, dans une règle ou dans plusieurs règles. Hein. Donc c'était important évidemment qu'on s'entende tous parce que on était un nombre important de rédacteurs et de relecteurs sur ce projet, qu'on s'entende tous sur les termes utilisés. Donc voilà la règle 00 qui comprend bon. Passe les présentations. Donc, comment s'est déroulé ce projet? Donc, répartition des règles entre les deux syndicats et chaque syndicat, sous son pilote respectif, a mis en place des petits groupes de rédaction par règle, de 1 à 3, rarement 4, le maximum c'en était 4, qui, après avoir déterminé le sommaire, le contenu, se sont répartis la rédaction des différents paragraphes. Une fois que ce travail était fait, chaque pilote récupérait les productions de ses rédacteurs, veillait à l'uniformisation du langage utilisé, des formulations. Et ensuite, il y avait un premier échange avec l'autre syndicat pour s'assurer qu'on était sur, on va dire, sur la même longueur d'onde, sur les notions abordées, sur les techniques décrites. Retravail de rédaction finale et ensuite passage par une validation, d'abord par les copiles CED, CIRTA, représentant des responsables techniques, des responsables d'entreprise membres de chaque syndicat, et ensuite validation, transmission à la DGT pour lecture, échange de nouveau pour s'accorder par rapport à des points notamment pour pas qu'on ait des formulations qui pourraient être interprétées comme étant en contradiction ou hors cadre réglementaire. Toujours veiller à ce respect du cadre réglementaire. Et ensuite, passage par le COVESI pour, je dirais, des lecteurs néophytes, non sachants, hein, puisque vous avez vu Fédération des assurances, maître d'ouvrage privé, mais aussi pour qu'ils nous donnent leur avis sur comment ils comprennent les choses, parce que comme Isabelle Viau l'a dit, il fallait absolument que ces documents soient abordables. C'est pas des documents de techniciens chevronnés pour des techniciens chevronnés, c'est des documents de professionnels pour du personnel d'abord d'encadrement d'entreprise, que ce personnel d'encadrement ait 20 ans d'expérience ou 6 mois d'expérience. Est-ce qu'on peut revoir les 14 règles, s'il te plaît, Isabelle? Donc, comment sont structurées ces règles? Donc, elles sont toutes numérotées de 1 à 14. Grosso modo, on a suivi le déroulement d'un chantier. La règle 01, c'est comment lire un rapport de repérage amiantin en travaux. Et la dernière règle, qui n'est pas la 14 mais qui est la 13, qui décrit les dispositions de fin de chantier, comment replier un chantier une fois qu'on a procédé au retrait. Avec une règle un peu particulière qui est une règle qui concerne les installations fixes, puisque depuis maintenant, et ça s'est accéléré depuis 2012, mais déjà avant 2012, il y en existait quelques-unes, mais on constate un nombre croissant sur le territoire français d'installations fixes qui permettent le traitement d'équipements essentiellement industriels ou de matériel ferroviaire lourd qu'on ne peut pas traiter in situ sur un triage SNCF ou dans son écluse en ce qui concerne des vannes d'écluse ou des bâtards d'eau, et donc qui sont emmenés dans des usines. Et là, on ne parle plus de chantier bâtiment, on parle dans des usines. Donc, il nous semblait important, une fois qu'on avait décliné toutes les règles techniques qui s'orientent plus sur du chantier de bâtiment, du chantier forain, comment on fait pour les installations fixes. Et sinon, donc, la numérotation des règles suit la chronologie, grosso modo, du chantier. La règle 1, donc la règle 1 sur le RAT. La règle 2, qui n'est pas encore en ligne, parce que celle-ci, elle demande un travail de fond qu'on n'a pas encore achevé et dont on avait besoin que les autres règles soient achevées pour pouvoir bien la mettre en œuvre sur l'analyse des risques et donc la rédaction du plan de retrait. Après, la règle 3 sur les opérations préalables aux opérations de retrait. Vraiment, l'installation de chantier, il n'y a rien, le client me donne son bâtiment, sa partie d'ouvrage, et qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Bien sûr, les règles 4, 5 et 10 qui concernent tout ce qui est les systèmes de confinement, l'aérolique et les SAS, et plus précisément les procédures d'entrée en fonction de ce qu'on a. Un pavé central 6 et 7 sur tout ce qui est protection respiratoire.
avec une description, là aussi, par rapport aux documents, notamment des préventeurs de l'INRS. Évidemment, on nous parle des appareils de protection respiratoire utilisés aujourd'hui, et puis quelques-unes qui seront peut-être utilisées demain, mais utilisées aujourd'hui par les professionnels de l'amiante, avec une règle 7 qui tourne sur l'adduction d'air, puisque pour les chantiers de retrait de processus très émissifs, on utilise des masques à adduction d'air, et force est de constater que jusqu'à présent, les entreprises qui mettaient ça en œuvre faisaient leurs petits calculs, leur petit dimensionnement de réseau dans leur coin, avec succès la plupart du temps. Mais aujourd'hui, on a typiquement un document qui n'existait pas, où même les préventeurs ne l'abordaient pas. Comment je mets en œuvre de la conception du calcul des débits nécessaires jusqu'à la mise en œuvre sur le terrain, comment je fais un réseau d'adduction d'air pour les masques qu'ils nécessitent. Ensuite, on rentre dans le cœur du métier, les règles 8 et 9, sur le retrait en lui-même. Alors, on n'a pas de règles proprement parlé sur les techniques de retrait, comment je retire un flocage, comment je retire un enduit pelliculaire. Par contre, on a fait une règle détaillée, je l'espère, sur tous les moyens de réduire l'empoussièrement, qui est le fondement de la prévention du risque amiante. Une fois que j'ai déterminé ma méthode de retrait du matériau amianté, comment je vais faire pour que ça y soit le moins émissif possible. Et avec un focus, là aussi, cette règle est apparue dans les discussions préalables, avec un focus sur des processus très émissifs. On sait très bien qu'il y a encore des matériaux où on a du mal à maîtriser et à réduire l'empoussièrement. Donc il a paru important au CIRTA et au CEDRE de faire un focus sur ces processus très émissifs, flocage, plâtre amianté, qu'on retire encore quotidiennement et qui sont techniquement, pour plein de raisons, très compliqués à mettre en œuvre sur les chantiers et très compliqués pour assurer tout au long du chantier la bonne protection des travailleurs et de l'environnement. Et enfin, le chantier se termine, la métrologie évidemment, les dispositions de fin de chantier, comme je l'ai expliqué, comment je replie mon chantier, qui va au-delà évidemment du simple contrôle visuel, qui est mentionné dans la réglementation et les normes, mais qui décrit pas à pas du nettoyage fin jusqu'à je remets la clé à mon donneur d'ordre, comment je replie mon chantier en toute sécurité et accessoirement, pour pas qu'on vienne me dire après coup que j'ai pollué le chantier, à donner toutes les assurances aux entreprises de la restitution d'un ouvrage, je veux dire sain, c'est-à-dire exempt d'amiante. Et une règle aussi sur les déchets, et la règle 14 sur les installations fixes dont j'ai déjà parlé. Alors, je vais vous faire un petit focus rapide sur une des règles du CIRTA. Après, je laisserai mes collègues en présenter une sur les règles qu'ils ont rédigées. Donc, par exemple, la règle 8, donc, sur les moyens de réduction de l'empoussièrement. Donc, toutes les règles, là aussi, c'était un souci dès le début, et Isabelle l'a dit, le souci de charte, de façon à ce que tous les lecteurs puissent s'y retrouver assez facilement. Grosso modo, toutes les règles sont construites pareilles. Un mot d'ouverture, ça qui rappelle le projet. Évidemment, un rappel sur toutes les règles. L'objectif de la règle, un rappel rapide de ce qu'on va trouver dans la règle. Et donc là, pour cette règle-là, en lien avec la réglementation en vigueur, on aborde dans cette règle-là aussi bien les moyens de réduction d'empoussièrement au poste de travail, donc ces moyens qui sont intégrés au processus que va définir l'entreprise, que tous les autres moyens aussi qui permettent de réduire l'empoussièrement dans la zone de travail. Toujours un rappel aussi, le lien avec les autres règles. Un lien aussi avec les exigences réglementaires en vigueur. Donc évidemment, on n'a pas recopié les textes, mais juste dire pourquoi on en est dans cette règle-là, à quoi ça correspond. La mise en œuvre des bonnes pratiques qui sont dans cette règle-là va permettre de répondre à quelle exigence du réglementaire, essentiellement du Code du travail, mais il y en a d'autres aussi qui concernent le code de l'environnement. Les définitions. On a repris les définitions essentielles liées à la règle, sachant que ces définitions sont reprises également dans la règle 0.0.0. Et ensuite, on rentre dans le corps même de la règle. Donc ici, on a fait un choix
éditoriale, donc de décrire les moyens, vraiment en partant de l'opérateur qui retire et en s'éloignant, j'irais en cercle concentrique. Voilà. Donc on a une alternance de, alors évidemment suivant les règles, c'est plus ou moins imagé. Là on est sur, j'irais une règle moyenne. Je pense que le CED présentera peut-être la règle 4 sur le confinement. Où là vous verrez on a beaucoup plus de schémas, comment mettre en place les pots de protection avec les superpositions. Donc les règles sont plus ou moins imagées suivant la thématique. Et ensuite on déroule l'objet principal de la règle. Donc voilà. Toujours évidemment, c'est pas l'objectif des règles, c'est pas de dire il n'y a qu'une seule façon de faire un chantier de désamiantage, parce que déjà on sait bien que c'est pas vrai. Et dès qu'on le pouvait, c'est d'exposer au lecteur, suivant des techniques, du matériel qui est possible d'être mis en œuvre, les avantages et les inconvénients, pour que l'entreprise, le lecteur, fasse son propre choix, le choix le mieux adapté à son chantier, à son analyse des risques. Le but des règles techniques n'est pas de se suppléer à l'analyse des risques de l'entreprise, ça reste la responsabilité pleine et entière de l'entreprise, mais tout ça ce sont des éléments qui doivent lui permettre d'alimenter son analyse des risques et de façon à établir à la fin un plan de retrait pleinement opérationnel et ensuite que ce qui est prévu dans le plan de retrait soit mis en œuvre correctement. Donc voilà, donc on passe les revues. Évidemment, dans cette règle-là, on parle la meilleure méthode pour réduire l'empoussièrement, c'est de ne pas solliciter le matériau. Donc on rappelle que si on peut démonter le matériau amianté avec son support, c'est bien. Et puis on s'étend. Et là, on arrive sur, on n'est plus sur du processus, du moyen de réduction de l'empoussièrement du processus. On est par rapport à la zone de travail, l'impact de l'augmentation du taux de renouvellement dans la zone de travail. Et puis des techniques aussi qui s'adressent aux chantiers en extérieur, tout ce qui est technique d'abattage quand on fait des travaux de retrait en ouvrage extérieur ou de génie civil, voilà. Et puis suivant les règles, il y a des annexes plus ou moins étoffées qui vont reprendre soit des références à d'autres documents. Voilà, des choses explicatives. Grosso modo, voilà, on est sur une construction similaire pour faciliter la lecture par le rédacteur. Allô, allô, oui, voilà, merci beaucoup Thomas. On va passer la parole alors à Olivier Rio et Mélanie Loridan, l'un ou l'autre ou les deux, qui vont revenir bien sûr sur la présentation du CEDRE et pourquoi ces règles techniques, mais surtout peut-être nous dérouler une ou deux autres règles. Et ensuite, ça nous laissera le temps de prendre des questions dans la salle. Si vous voulez bien, je vous rejoindrai à ce moment-là. Tout à fait. Donc, bonjour, Olivier Rio. Moi, je représente ici aujourd'hui Olivier Nicole, qui est le patron de la commission amiante au sein du CEDRE, qui a effectivement été l'alter ego de Thomas sur toute cette démarche. Moi, j'ai eu l'occasion de contribuer à une des règles, qui est la numéro 5 sur l'aérolique. À nouveau, une précision, ces bonnes pratiques, elles n'ont pas vocation à se substituer ni à la réglementation ni à la norme, parce que ces règles et normes sont nombreuses, et c'est vrai que notre métier particulièrement est au carrefour du Code du travail, du Code de l'environnement, du Code de la santé publique, des différentes normes qui sont applicables. C'est bien des pieds. Donc on n'a pas vocation à faire concurrence aux normes, on a vraiment vocation à y rentrer. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça a vocation à traiter 80% des chantiers académiques et représentatifs. Bien sûr, il reste des spécificités sur les chantiers et on en revient à ce que disait Thomas tout à l'heure. C'est bien l'évaluation des risques qui prime et qui doit rester absolument en place. Je reprends ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, il y a bien évidemment plusieurs solutions à un problème, en particulier dans notre métier, sur l'exemple que j'ai eu à traiter sur l'aérolique des chantiers. Je vous invite à aller voir la règle quand vous en aurez l'occasion plus calmement. On s'est amusé à faire un exercice de juxtaposition de différents types d'implantations de chantier.
entre les SAS, les déprimogènes, et qui, bien sûr, chaque solution présente des avantages, elle y oppose bien évidemment des inconvénients, et qui sont liés à la typologie de l'activité qui se déroulera. Et ça, on doit surtout pas l'oublier. A fortiori, ne pas se laisser éblouir par le risque amiante. Le risque amiante, il est très très souvent prépondérant, mais pas tout le temps. Ne pas oublier que parfois, on a vu des gens aller désamianter des ouvrages qui n'étaient pas stables, qui menaçaient ruine, mais ils voulaient absolument désamianter avant de démolir. On ne doit pas se laisser éblouir par cette chose-là, et je le redis, l'évaluation des risques, elle est fondamentale. Donc voilà, l'objectif, c'est que ce sujet-là devienne vraiment un repère pour les intervenants qui ont une interrogation sur un sujet en particulier. Elles sont plutôt explicites, et leur mise en ligne est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire en préambule. Je vais passer la parole à Mélanie qui va détailler particulièrement donc la règle numéro 4 sur les différents systèmes de confinement, et ensuite on pourra répondre à vos questions. Merci. Alors donc Mélanie Loridan, moi j'ai coordonné le projet des règles techniques pour le CEDRE, et donc effectivement on a dans cette collection travaillé sur plusieurs règles, et notamment la règle 4 sur le système de confinement. Donc là aussi ce qui est important, c'est l'analyse des risques, et donc en fonction du contexte de chantier, quel type de confinement et de protection on va mettre en place en fonction de ce qu'on va y voir dans l'environnement. Alors donc là, je vois défiler les pages d'introduction, comme vous a expliqué Thomas, qui sont similaires à toutes les règles. Et là, donc l'objectif de la règle, comme je vous disais, on va travailler sur l'isolement, le cuvelage, le calfeutrement, et donc les systèmes de protection à mettre en place, et tout ça avant d'arriver à la mise sous dépression de ce confinement. Donc ça, c'était l'objectif de la règle. Si Isabelle veut bien descendre, voilà. Donc on voit le sommaire, le début du sommaire qui apparaît. Et donc dans cette règle, on a voulu illustrer en fait des façons de mettre en place ces différentes solutions de confinement. Voilà, donc on arrive à la mise en œuvre, pardon. Donc cette règle, en fait, elle a pas mal d'illustrations, et donc encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'apporter des solutions à tout, mais de vous donner donc quelques pistes, notamment ces données d'entrée, en fait, quels sont les paramètres quelles sont les questions qu'on va se poser avant d'élaborer, de concevoir le confinement. Donc ici, on voit des schémas lorsqu'on met en place une structure, une ossature, quelle bonne pratique on peut avoir par rapport à ça. Donc voilà une partie d'illustration sur la création de ces ossatures bois, fortement utilisées. Donc voilà, pour vous expliquer un peu la logique de construction de cette règle. Ensuite, donc, on parle ici des dispositifs de protection du matériel qui va rester en place. Comment est-ce qu'on peut protéger ce matériel ? On verra donc les cas spécifiques où le matériel resté en place n'est pas forcément évident. Donc, quelles questions on va se poser et comment on va agir. Voilà, donc toutes ces règles montrent comment mettre en place, par exemple, un calfeutrement sur les entrées d'air. Ici, on parle du cuvelage, donc pour récupérer les eaux qu'on utilise fortement dans les activités de désamiantage. Donc là aussi, avec des schémas qui illustrent comment s'y prendre, donc avec les différentes couches, comment réaliser les angles. Dans cette partie-là, donc la protection des surfaces décontaminables, ce qui pourrait être une solution de bonne pratique, tout ce qui est thermobâchage.
Donc ici, plutôt la partie film étirable. Et la protection physique. Donc là, en fait, ce qu'on a voulu illustrer dans cette partie-là, c'est le fait de... parfois, on pourrait rencontrer la zone de travail qui est en lien direct avec la zone de chantier. Et donc, faire en sorte qu'on ait vraiment à la fois l'isolement par rapport à la zone de l'environnement et la zone de chantier. Et donc, du coup, quel type de protection on va mettre en place selon ce petit schéma, en fait. Est-ce que je vais me poser, est-ce que je vais être en contact avec la circulation des véhicules, voilà, et comment je vais condamner l'accès au public, en fait. Bon, ici, l'installation des issues de secours, comment est-ce qu'on met en place ces installations-là. Tout ce qui est dispositif de visualisation, de communication. Ici, donc, le cas particulier des chantiers en extérieur. Et donc voilà, un peu les différents systèmes. Je n'ai pas trop vu ce qu'elle est. Voilà, donc là, c'est tous les plattelages, donc les moyens d'accès. Donc là, un petit focus sur les matériaux à utiliser pour les systèmes de confinement. Donc avec des indications sur quel type de film utiliser, avec quelle propriété selon ce qu'on va utiliser, et des bonnes pratiques de mise en œuvre dans le... Donc là, on est parti d'un schéma pour vous expliquer les différentes étapes, enfin pour rappeler les différentes étapes. Donc on voit la mise en place de l'isolement, du cuvelage, etc. Donc à partir de ce qu'on avait déroulé précédemment. Voilà. Donc on voit jusqu'à la mise en place des SAS qui sont traités dans une autre règle. Donc là, les différentes étapes, comme on en a parlé en synthèse. Donc, toujours des schémas. Et ensuite, donc, les principes de repli des systèmes de confinement. Donc comment on va s'y prendre pour le repli. Là aussi, en complément avec la règle 13 sur les dispositifs de fin de chantier. Et enfin, donc, une partie assez importante quand même du contrôle. Comment est-ce qu'on va contrôler la bonne mise en œuvre de cette installation du confinement, et donc et l'entretien et la maintenance des différents matériaux mis en œuvre. Voilà un peu la présentation de cette règle. Demain, on va réaliser un atelier dans lequel on reviendra sur cette règle, la règle 3 et la règle 5 sur l'aérolique. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va vous rejoindre pour les questions. J'en profite effectivement pour vous préciser que le CIRTA fera un atelier également demain, je pense que c'est 11h, sur tout ce qui est processus très émissif, adduction d'air et technique de diminution des empoussièrements, donc cœur du métier du retrait dans des cas notamment de processus très émissifs. Et un autre point à 15h30 sur les installations fixes et donc le désamiantage, par exemple, de wagons SNCF en installation fixe, avec un focus sur la règle 14. Je rejoins mes camarades et je vous propose, parce que là pour le coup, je ne sais pas si on a une hôtesse, je ne pense pas, si... Est-ce que mademoiselle, éventuellement, je peux vous demander de passer les micros s'il y a des questions dans la salle? Non, c'est pas mademoiselle. Eh bien, écoutez, je vais le faire. Hein, je suis multitâche. Donc, avez-vous des questions à propos de cette collection de règles techniques de sous-section 3 et donc, Thomas, Mélanie, Olivier ou moi-même pourront répondre à vos questions. Oui, bonjour Jean-Luc Michel. L'adresse du site internet, parce que là on ne la voyait pas à l'écran.
Alors oui, c'était très mal défini à l'écran. Règle technique ss3-cirta-cèdre.net. Alors, règle technique SS3, c'est en un seul mot, en minuscule, tout attaché, tiré-du-6, cirta-cèdre.net. Cette adresse, vous pouvez la retrouver si vous n'avez pas eu le temps de noter. Sur le stand du CIRTA, on a fait un petit tirage d'une présentation des règles sur lesquelles l'adresse du site se trouve. On n'a pas encore, on commence à communiquer numériquement, mais c'est le tout début, donc voilà, vous la retrouverez à d'autres endroits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a parmi nous, et je pense que j'en ai vu au moins une personne, en dehors de la DGT, quelqu'un qui est membre du COVESI dans la salle? Pardon, je ne vous ai pas tous reconnus. Je crois que Nadège est là. Est-ce que vous voulez témoigner juste de la manière dont ça s'est passé pour vous, qui étiez membre de cette instance un peu institutionnelle qui nous a donné l'approbation? Oui, donc cette participation au comité de suivi, c'était quelque chose de collectif. On recevait les règles en amont pour pouvoir les regarder, donc il y a toujours un gros contenu. Donc voilà, c'était beaucoup de travail en tant que participant du comité de suivi. Et puis donc l'idée des réunions, c'était de débattre de certains points, sachant que globalement le travail avait déjà été effectué en amont et que ça restait plutôt du détail ou vraiment quelques points un peu critiques. Et donc voilà, donc ça a été de longue haleine, il y a eu beaucoup de travail, une longue durée. D'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques règles qui vont arriver un peu plus tard, donc là vous devez avoir la majorité. Et donc, pour vous dire que je pense que chacun verra l'intérêt d'utiliser ou non ces règles techniques, mais je pense que ça apportera des réponses à certains points de détail ou des achoppements qui aideront beaucoup les entreprises sur le terrain. Oui, parce que l'objectif était aussi, de manière très pratique, d'éviter des interprétations ou des mauvaises compréhensions des objectifs ou de la manière d'appliquer la réglementation. Donc c'est vrai qu'on a voulu détailler, vous avez vu, par des schémas, des illustrations et du texte aussi, l'interprétation en tout cas qu'on a partagée entre CIRTA, CEDRE et toutes les parties prenantes de certains points particuliers de la réglementation ou des pratiques tout simplement. Merci beaucoup Nadège pour votre témoignage. Je précise qu'effectivement il y aura un COVESI de clôture puisque certaines des règles qui sont là en bon à tirer n'ont pas été encore validées par le COVESI et on a une question. Oui, bonjour, Julien Grenier, entreprise de travaux désamiantage sous section 3. Une question, comment seront à considérer les définitions de la règle technique 00 ? Alors, j'ai pas pris connaissance des documents, mais j'ai vu qu'il y avait des définitions assez précises, en tout cas sur les slides, notamment de tout ce qui était abattage, brumisation, sédimentation. Comment seront à considérer ces définitions au regard des questions qu'on peut avoir, soit des organismes certificateurs, soit des organismes de contrôle sur chantier ou sur analyse de plans de retrait quelquefois. Merci. Alors, plusieurs éléments de réponse. De manière générale, évidemment, on a veillé, parce qu'un certain nombre de définitions qui sont dans cette règle 00 se retrouvent dans différents documents, textes réglementaires, voire documents de prévention. Je dis bien normalement, parce qu'il y en a un certain nombre, et je ne suis pas qu'il y en ait une qui ne soit passée. Normalement, toutes les définitions qu'on a mises ne viennent pas évidemment en contradiction avec des définitions existantes. Elles auraient plutôt tendance à préciser, à aller un petit peu plus loin dans la définition. Maintenant, alors, c'est une bonne remarque parce que, pour rien vous cacher, on a encore parlé de ce sujet-là, abattage, brumisation, sédimentation avec la DGT, pas plus tard que la semaine dernière. Il y a même moins d'une semaine, jeudi dernier. Le but des règles techniques aussi, c'est quelque part d'uniformiser les pratiques, partager les bonnes pratiques et d'uniformiser le vocabulaire. Donc, ces définitions-là que vous trouvez dans la règle 00 ont été visées par toutes les instances jusqu'au COVESI parce qu'elles sont abordées dans des règles précises.
Donc normalement, j'espère qu'à terme, il n'y aura plus trop de sujets de divergence sur l'interprétation. Qu'est-ce qu'un abattage? Quelle est la différence entre un abattage et une brumisation? Justement, c'est un des points sur lesquels on a travaillé, c'est bien qu'est-ce que nous, alors quand je dis nous, c'est pas ma petite personne ni celle d'Olivier Nicole, c'est nous avec les rédacteurs des règles, avec les comités de pilotage du CED et du CIRTA. Est-ce que toutes les, et je dirais à la base ça fait une quinzaine de personnes plus par rebond quasiment les membres de chaque syndicat. Normalement, voilà, pour nous, on est tous d'accord sur ces définitions-là. Et on espère, par la diffusion large de ces règles techniques, que les auditeurs, voire les agents de contrôle, seront d'accord aussi sur cette définition-là, et que ça permettra de supprimer effectivement quelques discussions en comité de certification entre auditeurs et entreprises, et ensuite au sein des comités de certification où des fois ces sujets reviennent, et qu'on passe, on passe après à l'essentiel sur la technique, sur les moyens de prévention et leur bonne mise en œuvre. Et donc, ces définitions, elles ont été vraiment relues, approuvées par tous ceux que j'ai cités. Mais vous avez raison, à partir de maintenant commence le parcours des règles techniques comme élément, je dirais, alimentant les supports de formation, les organismes de certification, et on y compte bien, on va les partager avec eux et on va leur demander autant que possible de revenir vers nous et de s'appuyer, et leurs auditeurs de s'appuyer sur ces règles techniques. Bref, le travail commence maintenant et peut-être, c'est notre objectif en tout cas, ces règles techniques pourront avoir une destinée dans la révision des normes de certification comme, encore une fois, un élément de référence harmonisé, commun à toutes les parties prenantes sur la partie technique du métier. Voilà, c'est bien l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Écoutez, ce sera peut-être effectivement plus pratique. Pardon, Olivier ? Juste pour illustrer un autre exemple sur une des règles, c'est le retour effectivement d'un consensus de nombreux professionnels. On n'a pas la prétention de dire que c'est vérité d'évangile, mais c'est parti de constats parfois sur ce que les opérateurs sur le terrain ont comme réflexe, qui ne sont pas toujours pertinents. Je vais simplement prendre l'exemple de deux valeurs que sont la dépression et le taux de renouvellement. Vu que c'est la dépression qu'on enregistre depuis une vingtaine d'années, on a quand même des salariés sur le terrain qui sont très très attachés à être bons sur le papier de la dépression. Et quand ils ont un pépin ou une difficulté technique, l'aérolique n'est pas toujours le sujet qu'ils traitent en premier. Or, c'est quand même ce qui les protège le plus. Et ce constat-là, dans le groupe de travail sur l'aérolique, on s'est rendu compte que c'était un peu le parent pauvre, l'aérolique, des préoccupations face à une difficulté que une très grande majorité d'opérateurs sur le terrain avaient comme réflexe qui n'était pas toujours pertinent. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait dans les groupes de travail. On avait entre 5 et 10 personnes à chaque rencontre. Et c'était aussi le fait de dire on ne voulait pas sortir un document qui est hors sol, mais qui partait de constats qui avaient été faits depuis les centres de formation, depuis les entreprises de travaux, les entreprises d'ingénierie ou de maîtrise d'œuvre qui également sont amenées à intervenir sur les opérations. Et c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que notre métier, c'est un métier finalement très récent, qui a une existence qui est très courte et qui n'a pas de formation académique. On en a parlé tout à l'heure. Ce qui fait qu'on retrouve là-dedans des gens qui ont été recyclés d'un peu plein d'autres métiers et que ce n'est pas toujours facile sans socle commun. On le voit sur les définitions. Il était utile de commencer par un socle commun. Et d'où l'utilité, et on en revient à avoir fait les DTU du désamiantage, parce que dans plein d'autres métiers des corps du bâtiment, le DTU permet de résoudre ces sujets-là. Quand on n'est pas d'accord sur une définition, on va voir ce qu'il y a dans le DTU. Donc, notre ambition, c'est qu'à terme, ces règles deviennent les DTU du désamiantage. On peut même espérer à ce qu'elles soient considérées comme telles, comme le sont les DTU aujourd'hui. Alors, pour compléter, effectivement, pour que ça devienne les règles du DTU, il va falloir certainement qu'on fasse vivre encore ces règles, hors tout contexte évolution réglementaire. Mais bon, ça a été un travail long.
Alors pour la petite histoire, ce qui a été long, c'est pas de rédiger la règle. La version 0, en général, elle sort assez vite. Mais alors, c'est les relectures. Personnellement, c'est ce qui m'a à la fois surpris et trouvé ça vraiment intéressant dans le pilotage de ce projet. C'est pas de rédiger. Vous prenez 2 ou 3 rédacteurs, chacun a ses idées bien précises sur les thématiques, il rédige. Puis après, vous commencez à faire lire. Et alors là, c'est là que vous commencez à voir, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, il y a eu un très long travail de relecture, justement, pour qu'on soit sur le consensus d'abord, sur les approches techniques qui sont abordées dans les règles, sur le vocabulaire employé, sur la tournure des phrases employées, pour pas en espérant que tout le monde le comprenne. Moi, ce que je demande aujourd'hui à vous, futurs lecteurs, c'est de nous faire aussi remonter vos ressentis sur ces règles-là. Olivier l'a dit, évidemment, elles n'ont pas but de couvrir 100% des situations, c'est impossible. Si déjà ça en couvre 80, ça sera déjà pas mal. Donc il y a forcément des moutons à 5 pattes qui ne sont pas évoqués. On aborde très peu le cas du sinistre, parce que les sinistres, c'est tellement particulier à chaque fois que qu'est-ce qu'on peut dire sur un sinistre comme ça, ab nihilo, sans avoir un cas concret sous la main. Mais n'hésitez pas, aujourd'hui c'est pas encore sur le site, mais parce qu'il y a encore 1 ou 2 développements, on va mettre un formulaire de contact sur lequel on vous demande de bien vouloir nous remonter vos remarques. Alors évidemment, parce qu'il y a peut-être encore des coquilles, des erreurs, des choses, on ne va pas la mettre à jour tout de suite, mais nous, il faut qu'on accumule aussi l'usage de cette règle, que ce soit par un encadrant de chantier, par un auditeur, par un formateur. On est preneur de ça parce qu'on se rend bien compte qu'il va falloir qu'on fasse vivre ça pour que vraiment, à terme, ça devienne les règles, les DTU du désamiantage, c'est-à-dire qu'elles soient reconnues par toute la profession. Dernière petite chose sur la production, il y a 3 règles qui ne sont pas en ligne aujourd'hui. La règle 1 sur les rats, alors c'en est une qu'on a démarré très tard parce qu'on savait qu'il allait y avoir les évolutions réglementaires, donc on voulait attendre les évolutions réglementaires là-dessus avant de se lancer dans la règle, même si elle vient compléter la règle sur le rat, ne vient pas expliquer comment on fait un rat, parce que ce n'est pas le but, c'est comment lire un rat. Donc celle-ci est en phase finale de relecture, ainsi que la règle 11 sur la métrologie. Et donc elle devrait, je pense, être publiée d'ici la fin du mois, tout début octobre. Et il reste la règle, mais là aussi parce qu'on ne pouvait finalement, même si on avait commencé à travailler dessus tout au début, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être attendre la fin. La règle 02 sur l'analyse des risques, sur l'analyse des risques, là aussi, n'est pas publiée parce qu'on est sur une première ébauche qu'on doit retravailler pour pouvoir bien intégrer comment on a présenté les choses dans les 13 autres règles. Voilà, en effet. Alors, pour mieux connaître ces règles, elles sont disponibles sur le stand du CIRTA. On a une collection, mais attention, on ne vous les donnera pas parce que, comme on vous l'a dit, c'est des bons à tirer et qu'elles nécessitent encore un petit peu d'amélioration, mais vous pouvez les consulter. Sur le stand du CEDRE, également, elles seront consultables pour certaines d'entre elles, et de toute façon sur le site en téléchargement et en visualisation aujourd'hui. Mais attention, ne diffusez pas les règles qui sont en ligne, ce sont des bons à tirer. J'insiste beaucoup parce qu'il manque encore quelques photos, quelques petites corrections. Mais on a voulu quand même aujourd'hui, dès à présent, vous donner accès et vous présenter surtout ces règles techniques. Et puis donc, atelier du CIRTA sur les règles techniques demain, 10h30 ou 11h et l'après-midi 15h30. Mais atelier du CEDRE également, et je crois que c'est à 10h ou 10h quelque chose. Oui, donc ça sera demain 10h10, 10h50. On reviendra sur 3 règles particulières, la 3, la 4 et la 5, donc qui traitent des installations de chantier, du confinement que je vous ai vraiment parcouru rapidement, et de l'aérolique. Donc on parlera de ces 3 règles plus particulièrement lors de cet atelier demain. Voilà, merci. Et nous, plutôt sur les processus émissifs, la partie technique d'abaissement des empoussièrements et l'adduction d'air pour le CEDRE et le CIRTA, et installation fixe l'après-midi pour parler de hors bâtiment. Mais toutes les autres méritent d'être parcourues. Et bien sûr, on attend vos retours. Alors, quand même un mot sur la suite. Nous souhaitons poursuivre, faire vivre ces règles, les alimenter. Il faut quand même que vous sachiez que le PRDA étant terminé, ce projet était aidé financièrement par le PRDA et que il ne l'est plus. On va travailler en fonds propres. Donc voilà, le message c'est
adhérer au CIRTA et au CEDRE, cotiser, parce qu'on va avoir besoin de continuer à travailler. Voilà. On verra si d'autres lignes financières d'accompagnement de toute cette problématique amiante peuvent être actionnées. Mais enfin, pour le moment, sachez que nous travaillons donc sur les fonds propres du CIRTA et du CEDRE pour poursuivre ce travail. Voilà, je vous remercie infiniment, ainsi que tous nos intervenants, intervenantes et tous ceux... Alors, ce que je n'ai pas dit, et là, je ne suis plus là-bas, donc il y a une liste de remerciements. Vous verrez le nombre de sociétés et de personnes qui ont contribué à ces règles, soit en rédaction, soit en relecture, soit en participation à des réflexions préalables dans les groupes de travail et commissions du CIRTA et du CEDRE. La liste est extrêmement longue et comme je ne pourrais pas tous les citer, je souhaite vraiment remercier beaucoup tous les contributeurs des 2 syndicats, tous les membres de notre Covesi et tous ceux qui ont permis, et bien sûr le PRDA, qui nous a permis d'enclencher le sujet et d'arriver aujourd'hui à vous présenter les règles techniques. Voilà. Un grand merci à tous et on se retrouve sur les stands du CIRTA et du CEDRE.